elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Rebecca Zlotowski. Non mais fière de soi, c'est quand même difficile de l'être, ça arrive très peu souvent dans la carrière d'un metteur en scène, je pense. Fière de soi, ça c'est vraiment le jour où ça arrive, on écrit une carte à ses grands-parents. Il fallait commencer par quelqu'un, et ce quelqu'un, tout de suite, j'ai voulu que ça soit Rebecca Zlotowski. Pas seulement parce qu'elle est l'une des plus brillantes personnes du cinéma français aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une amie. C'est bien une amie pour enregistrer son premier podcast, c'est bienveillant, c'est facile. Le féminin m'intéresse, la femelle ne m'intéresse pas. Et puis elle a dit oui, tout de suite. Et là, le stress. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai potassé comme une tarée sa filmographie. Je suis arrivée le matin, la boule au ventre, la voix enrouée parce que bien sûr, je faisais une bronchite. Et puis, elle est arrivée dans la chambre de l'hôtel Providence avec son sourire de Joconde, sa voix de fumeuse. Ça ferait hyper MLF, tu sais. Et tu penses que ouais. c'est nanas qui se connaissent pas du tout. Et tu crois que quand Et je me suis détendue. Et nous avons eu la discussion que j'avais toujours rêvé d'avoir avec elle. Une discussion de femmes sur le fait d'être femme. La poudre, quoi. Pendant l'interview, on s'est vouvoyé. On aurait peut-être dû se dire tu. En tout cas, vous vous apprêtez à écouter le tout premier épisode de La Poudre, jamais enregistré. Avec Rebecca, nous avons parlé de deuils impossibles, de premières règles et d'actrices porno. Je vous suis, les amis. C'est parti. Rebecca Zlotowski, je suis très heureuse que vous fassiez partie des premières invitées de La Poudre, parce que j'ai une grande admiration pour vous en tant que réalisatrice et scénariste. Et parce que je vous connais depuis longtemps. Et en réalité, vous m'impressionnez depuis longtemps. Je crois que c'est ce rouge à lèvres rouge que vous portez tout le temps, depuis que je vous connais, et que vous portez d'ailleurs aujourd'hui. Bon, j'en change un rouge à lèvres, là il est plus orangé, ça dépend. La première scène de votre premier long métrage, Belle Épine, en 2010, ce sont 2 femmes qui se déshabillent face à une femme. Et votre dernier film, Planétarium, qui met en scène 2 héroïnes, de médium incarné par Nathalie Portman et Lily Rose Depp, c'est aussi un film qui met en scène des femmes. Est-ce que votre cinéma est féminin ? Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est difficile quand on est une femme qui fait des films, de devoir théoriser ça, parce que je pense que c'est vraiment l'affaire des gens qui font de l'esthétique, c'est l'affaire des quand je dis de l'esthétique, c'est pas des esthéticiennes, bien sûr, des gens qui font de l'esthétique à l'université, des sociologues. Et moi, je veux bien être quelqu'un qui m'y plonge, mais je n'ai pas la compétence, moi, pour répondre. Donc, est-ce que mon cinéma est féminin parce que en tout cas, je filme il des passe femmes le test de Bechdel allègrement. Ouais. C'est vrai. Il est très simple, ces 3 questions. Vous connaissez les 3 questions. Non, mais je suis contente qu'il le passe parce que peut-être vous voulez les rappeler. Les 3 questions, c'est est-ce qu'il y a 2 femmes avec un rôle important ? Est-ce qu'elles se parlent entre elles ? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme ? Ouais. Et il n'y a que ça pour le test. Ce sont les 3 seules questions. Et il y a très peu de films qui passent le test. Eh ben oui, mais je flippais parce que j'avais pas l'impression, et ça c'est autre chose, j'avais pas l'impression que... Alors il y a une question de qu'est-ce que c'est que le féminin, qu'est-ce que c'est que le féministe, qu'est-ce que c'est... Bon, tout ça, c'est... on est vraiment... On va mettre les mains dedans, sans espoir de pouvoir démêler quoi que ce soit, d'ailleurs peut-être aujourd'hui. Bon, mais je craignais par exemple que Grand Central, le deuxième film que j'ai fait, ait vraiment eu le courroux des féministes. Et ne franchisse pas ce test. J'avais peur de ça. Parce que c'est pas parce que je suis une femme, et une femme féministe par ailleurs, mais c'est un autre débat, que mon cinéma est un cinéma féministe. Ou que mon cinéma est pas un cinéma pétri de représentations qui sont de l'ordre du cliché, d'une libido très traditionnelle, peut-être même machiste. Je sais que je me suis fait allumer au moment où je filme Léa Seydoux avec un petit short hyper sexy, un body sans soutif, avec les tétons qui pointent. Je sais qu'à ce moment-là, 2 ou 3 femmes me disent quelle représentation... C'est un stéréotype. Absurde, oui. Stéréotypal. Mais je revendique mon droit à une libido stéréotypale, quoi. Je veux dire, ou même à l'archétype. Bon. Alors c'est peut-être ce qu'on dit quand on est un peu... quand on s'est trompé. Quand on se trompe ou qu'on fait un truc banal, on peut dire oui, c'est de l'archétype. Alors là, bon, c'est tout de suite des mots, mais non.
c'est peut-être de l'archétype pour du stéréotype, mais moi, bon, voilà, j'ai l'impression que j'ai envie de me sentir libre. J'ai pas envie de me sentir contrainte, assignée, commise. Par votre genre. Oui. Vous avez grandi où, Rebecca ? À Paris, dans le 13e, dans le sud du 13e. C'était comment de grandir là-bas ? Je vais parler d'un quartier, parce que j'ai l'impression que quand on est enfant, on est vraiment dans un périmètre. On a un périmètre de quelques rues. On a peut-être 800 mètres, notre horizon c'est 800 mètres, 900 mètres. Et donc moi j'étais derrière la place d'Italie, plutôt du côté de la place Rungis, et c'est un quartier que j'aimais parce qu'il était mixte. J'étais d'un côté, les écoles primaires et les collèges que je faisais, c'était tout près d'Arcueil, donc il y avait tout près d'une cité qui s'appelait la cité Brie-à-Savarin, la CBS, avec des mecs qui portaient le même survêt Adidas. Ils l'achetaient en plein d'exemplaires au centre commercial Galaxy, qui s'appelle maintenant Italie 2. Voilà, j'espère que c'est très intéressant pour tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas du quartier. Et puis en même temps, c'était près du 5e arrondissement. Si bien qu'il y avait dans les collèges ou les écoles primaires dans lesquelles j'étais, on pouvait être copains avec des gens qui venaient d'une cité du 13e, des fils de profs du 5e arrondissement qui habitaient des grands appartements, qui fumaient des Cravenas sans filtre, qui étaient profs de chinois au Langzhou. Et donc voilà, c'était un quartier mixte socialement et donc assez libre. À la frontière de plusieurs mondes. Ouais, c'est vrai que c'est un quartier de classe moyenne, quoi, dans lequel on pouvait et voilà, dans lequel on n'était pas. Je me suis pas sentie, comment dire, c'est quoi le mot, enfermée dans une catégorie sociale. Vous n'appartenez pas à une classe précise. Non, c'était très long ça m'a pris beaucoup de temps de comprendre si on était pauvre, riche, intellectuel, bourgeois, prolétaire. Je savais pas. J'ai mis longtemps, disons que c'était pas comme naître dans le 16e ou naître dans le 15e. C'est vraiment un quartier qui était, voilà. Et vous savez aujourd'hui ce que vous étiez ? Ah oui. Maintenant, j'ai quelques éléments de réponse, oui. C'était une famille je suis née de 2 parents immigrés qui sont installés en France quand ils avaient... pour mon père, très tôt, il a été naturalisé tôt, il était polonais, il est né en Pologne. Et ma mère est née au Maroc, elle s'est installée en France beaucoup plus tard. Ils avaient 10 ans d'écart et c'était on va dire, une classe moyenne très éclairée, très cultivée. Beaucoup de livres à la maison. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Sur quel ton ? Sur quelle mode ? Je sais pas répondre à cette question. C'est-à-dire si c'était dur, ouais, c'était une éducation... c'est difficile pour moi d'en parler, parce que moi, j'ai perdu ma mère très jeune, enfant. Je vais essayer d'être parfaitement honnête. On parlait comme à une conscience qui allait devenir... c'est utiliser des mots comme ça, mais j'ai toujours été élevée avec l'idée, et c'est pas un hasard d'ailleurs si je suis devenue orpheline si tôt, c'est que je pense que j'ai été élevée avec l'idée que j'allais pouvoir, et qu'il allait falloir me débarrasser de mes parents vite. Voilà. C'est que j'ai été élevée comme quelqu'un de très indépendant. Ma sœur aussi, je suis la cadette, j'ai une grande sœur. J'ai une sœur qui a 2 ans de plus que moi, qui était très responsable, qui à la pauvre, à mon avis... comment on dit, c'est quoi le mot payer tous les pots cassés. Voilà. L'aîné souvent paye les pots cassés. Et moi, je suis arrivée avec une immense liberté derrière, mais voilà, bon, j'avais une éducation, je pense, de fille d'immigrés de la classe moyenne juive, assez traditionnelle, c'est-à-dire les études avant tout. Si les études sont brillantes, on a une espèce de liberté, de licence à tout faire à côté. J'avais une grande liberté amicale, sexuelle, je pouvais faire de sorties. On regardait pas ma vie. Il y avait vraiment une idée de grande indépendance, si les études, ça fonctionnait. Et à la mort de ma mère, après, ça a coïncidé aussi avec un moment où on fabrique vraiment ses chances. 11 ans, c'est la puberté, c'est un moment de rupture très fort dans une vie entre l'enfance et l'adolescence. Ouais, mais je savais pas vraiment... ça n'a pas été un grand événement pour moi, je sais pas comment dire. Le grand événement, c'était la mort de ma mère. Donc, dans la vie de mon enfance, on va dire, il y a un avant et un après. Et bon, voilà, le jour où j'ai mes règles, c'était... on va peut-être même pas en parler, quoi. Le féminin m'intéresse, la femelle ne m'intéresse pas. Voilà. Tout ce qui est femélique, ou même, mais comme chez les hommes, tout ce qui est faussement brutal, ou tout ce qui associerait le masculin, ou le viril au belliqueux, à la guerre, bref, au phallus, à tout ça, m'intéresse pas non plus. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus étrange, beaucoup plus complexe, qu'on vient d'un... Enfin, en tous les cas aujourd'hui, qu'on est élevés les uns les autres, et les unes les autres, c'est peut-être l'objet de votre émission, avec des assignations, des injonctions qui sont beaucoup plus brouillées. Et c'est vrai que, je reviens à votre question, comment on me parlait pas comme à une petite fille, voilà. Vraiment, il y avait un père, 2 filles, ma grande sœur et moi, et je pense, et c'est vrai qu'il faudrait rencontrer ma sœur, parce qu'elle est encore plus...
comment dire, pétroleuse, quoi. J'aime bien le encore plus. Ouais, je sais pas comment dire. Non, C'était quel genre de femme, votre mère? C'était une femme, c'était une intellectuelle qui était prof d'espagnol et de portugais. Elle était handicapée. Quel genre de femme? C'est dur de me poser cette question parce que je me souviens de ses dents, mais j'ai peu de souvenirs en fait. Et c'est pas des gens non plus j'ai pas de roman familial. C'est pas des gens célèbres, c'est pas des gens qui ont écrit, c'est pas des gens qui. C'était des vies. Elle était née en 37, c'est la dernière d'une fratrie de 7 enfants, et est née en 37. C'est-à-dire que je pense que mes grands-parents, j'ai jamais connu grands-parents, c'est des gens, on parle du 19e siècle, quoi. Ouais. Vous voyez? Donc on est vraiment. C'était une femme qui était. Je pense son handicap, elle avait un handicap depuis la naissance, mais un handicap très discret, mais bon, qui était quand même pas très agréable à vivre. Et du coup, elle a été élevée comme. Je pense, elle a dû fabriquer une indépendance Ça a été la seule femme de sa fratrie à faire des études, mais elle est allée au bout de ça. C'est-à-dire agrégation, ce qui est quand même spectaculaire pour une femme de. Donc comme agrégée d'espagnol. Oui, comme vous, Rebecca. Ouais. Pas d'espagnol, pas d'espagnol. De français, vous. Ouais, de lettres, ouais. Oui, c'est sans doute pas un hasard. Je pense qu'il y a des. On suit on essaye de plaire à ses parents et après on vit notre vie. Donc voilà, c'était une femme absolument très très fantasque, très lunaire. Elle s'appelait Arlette, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que mon père l'appelait Sainte Arlette. Il y avait des gens, je pense, qui ne l'aimaient pas parce qu'elle était très. Je l'ai toujours vue donner de l'argent, comment dire. Elle était quasiment chrétienne, pourtant elle était plus religieuse que mon père et on est vraiment juifs de culture juive. Mais il y avait quelque chose de chrétien associé à sa figure. Voilà. Dans le très bon sens du terme, bien sûr. Donc voilà, c'était une femme douce. Je sais pas comment dire, peut-être j'en fais une légende. Hein. Bah, peut-être le fait que ça partie si tôt dans votre vie, vous l'avez aussi reconstruite par la suite. Peut-être. Pour en revenir à l'adolescence, vous vous rappelez de la vôtre? Ah bah très très bien. C'était comment? Ah, épouvantable. Ah oui? Ah, je déteste. De toute façon, j'ai détesté. J'ai commencé à aimer la vie à partir de 20 ans, quoi. Enfin, aimer la vie, c'est pas vrai. J'ai toujours été hyper joyeuse et optimiste, mais j'étais une enfant complexée, une adolescente complexée. Et pourtant, les gens qui sont mes amis, puisque c'est les mêmes depuis très longtemps, depuis le lycée, contestent cette vision que j'ai de mon adolescence. C'est ça qui est génial quand on a des amis de longue date. Vous aviez l'air d'être sûre de vous? Mais non, mais ils me voyaient populaire, alors que moi j'ai le souvenir d'une fille super... fille perdue, quoi, d'une petite fille un peu grosse, comme ça, qui galérait. La vie était dure, c'est-à-dire que tous les étés, j'avais l'impression que c'était... chaque année, il fallait être vraiment... je sais pas, puis c'était une période de terreur quand même. On est né avec... Attendez, moi je suis née en 1980, c'est-à-dire on est né avec l'époque... On savait que le sida, donc la première fois qu'on fait l'amour, on met des préservatifs alors qu'on est vierges les uns les autres. C'était dur. C'est-à-dire qu'on on vit dans la terreur que la première fois qu'on va baiser, on va tomber malade, que l'amour va nous amener la mort immédiatement, et puis on devient hypocondriaque avec ça, on a l'impression, voilà. Le chômage, c'est-à-dire tout serait dur, voilà. Et j'ai commencé à me détendre quand, sans doute d'ailleurs, quand j'ai eu la Greg. Justement, j'ai vu cette phrase. Pour moi, le cinéma est comme un billet d'avion qui me permet d'enfoncer des portes vers des mondes interdits. Qu'est-ce qui vous était interdit? La construction de cette phrase est complètement folle. C'est moi qui l'ai dite. Elle est dingue. Elle est de vous, par Image. Donc j'étais ivre. Vous parlez quand même souvent de transgresser un interdit. C'est quelque chose qui, dans votre discours, revient régulièrement. Comme si vous aviez brisé des chaînes. Ah oui, non, mais peut-être je me la joue beaucoup, hein, parce que en vrai, j'ai très très peu d'interdits. C'est juste que j'ai été élevée avec tellement... J'ai été tellement sage, voilà. C'est-à-dire, si je parle de transgression d'interdits, c'est des transgressions toutes minimes par rapport à des gens... Je suis pas du tout punk. C'est-à-dire, je vois bien le ridicule que ça peut avoir par rapport à des gens qui, eux, ont... Je sais pas... Moi, c'est pas le cas. En revanche, c'est que j'ai tellement été... Voilà, vous me parlez de l'adolescence, j'ai pas fait de crise d'adolescence. Je suis orpheline à 11 ans, donc j'ai pas du tout envie de faire chier mon père. Je vois un homme qui est veuf, qui galère, il avait pas du tout le même... C'était ma mère qui avait un salaire et mon père était plus aléatoire. Il était journaliste, il est devenu traducteur parce qu'il s'est rendu compte que c'était les langues qui étaient son savoir. J'étais avec des parents qui étaient très, très, très... pour qui les langues étrangères, c'était vraiment le socle commun. Voilà, c'était compliqué, il fallait pas faire de vagues, fallait pas... Donc voilà, j'ai pas du tout envie de faire de crise d'adolescence. Je suis terrorisée à l'idée de me clochardiser si j'ai pas... vous voyez? Non mais, on en est là. Ça devait être difficile pour un homme de se retrouver seul avec 2 adolescentes. Oui, je pense, ouais. Il avait quel rapport à votre au fait que vous deveniez femme, au fait que vous commenciez à fréquenter des garçons? Très simple, hein. Très très simple. Le fait que ce soit un homme ou que nous soyons 2 femmes... Ouais.
Ça, je sais pas. Faudrait vraiment les interroger. Enfin, faudrait l'interroger lui. Et ce serait intéressant d'ailleurs, je pense, d'interroger. Est-ce qu'il aurait des attentes similaires d'un petit Il avait garçon les attentes les mêmes. Et je l'ai vu après parce que mon père s'est remarié. J'ai un petit frère qui a maintenant 20 ans, enfin 18 ans. Et donc on a 6 ans d'écart. Nous avons donc 18... Laissons flotter le mystère. Nous avons donc 18 ans d'écart. Et il élève absolument. Et peut-être même avec plus de douceur que nous, c'est étrange. C'est-à-dire qu'on a été... Non, c'est plutôt... La question pour moi, je pense, dans les familles, en tous les cas, dans la mienne, ça a été comme ça. On était élevés, je pense, parfaitement de manière équivalente à si on avait été des garçons. Au moment de la puberté, il n'y a pas eu de gêne. Bon, en plus, il se trouve, mais je ne sais pas si je peux raconter cette histoire, mais à un moment, j'avais envie d'en faire une scène dans un film. N'ayant plus de mère, plus de modèle féminin, ma sœur étant... la pauvre, une adolescente, elle n'allait pas prendre le rôle d'une mère, elle avait 14 ans ou 13 ans, elle n'allait pas prendre le rôle d'une mère, donc si bien qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas demander à quelqu'un d'autre que mon père. Et je vais dire un truc, alors là on va se vautrer dans le feu malique, tout ça, mais donc quand j'ai mes règles et que moi je déteste l'idée de mettre des serviettes hygiéniques, tout ça, je veux mettre des tampons, mais je ne sais pas comment le faire, et ma sœur n'en porte pas. C'est mon père qui m'explique. Donc mon père prend la petite comment ça s'appelle La notice. La notice, hein. Et alors vous savez, en plus dans les notices on vous dit de mettre le pied sur la cuvette, ce qui est complètement con. Position. C'est complètement faux. Il faut être folle furieuse pour essayer de mettre un tampon comme ça. Bon. Moi je fais toujours comme ça. Oui. C'est une position un peu cow-boy, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est un peu... Et puis je pense pour un homme, regarder cette notice, c'est, je pense, une terreur totale. Et puis c'était... Donc alors, détends-toi. Tu t'es bien détendu? Tu respires? Et donc c'était ça. Mon père m'a expliqué comment... Voilà. C'était assez... Et on était à ce degré-là de... Alors, j'espère que c'est clair pour l'auditeur, de non incestuel. Hein. C'est pas justement un truc étrange. Et c'était fait avec beaucoup de simplicité, comme il aurait expliqué à son fils comment mettre un préservatif, j'en sais rien. Donc voilà. Et j'ai été élevée très très vite avec l'idée qu'on n'allait pas nous faire de cadeaux, quoi, hommes, femmes. Et peut-être même parce qu'on était des femmes, qu'on allait peut-être encore moins nous en faire. Voilà. Ça c'était quelque chose qui vous était transmis. Bah, je pense que le fait que mon père soit tombé amoureux d'une femme qui avait 10 ans de plus que lui, qui était une intellectuelle alors que lui n'avait pas le bac, ça en dit long sur une certaine idée de la femme. Ouais, sur un partage de la revendication féministe à leur époque, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a aimé les femmes intelligentes, qui n'avait pas de désir de continuer, disons, des stéréotypes ou des archétypes de couple, de domesticité du 19e siècle, ouais. Il était vraiment pleinement dans son époque. Il a épousé une femme intelligente qu'il estimait plus intelligente que lui, je pense. Et il a élevé ses filles de sorte qu'on soit des femmes aussi intelligentes que celles qu'il aimait. Ça a vachement marché. Bah. Non, mais je pense que c'est des chances formidables. C'est que j'ai pas eu comment dire. Et d'ailleurs, je pense que les femmes dans le 2e, 20e siècle ont beaucoup moins à prouver que des hommes, dans la mesure où les modèles n'existaient pas, ou peu. Si bien que quand on devient cinéaste, quand on devient, je sais pas, grande sportive, quand on devient aviatrice, ou bon, il n'y a pas de modèle à tuer. Ils sont tous à construire, ils sont tous à fabriquer. Alors qu'un homme qui a l'âge que j'ai en 2016, qui ferait mon métier, il en a 50 des figures tutélaires à tuer. Votre métier, c'est un métier acceptable, honorable pour votre père qui avait des ambitions extrêmement intellectuelles pour vous? Bon, j'espère qu'il sait qu'on réfléchit quand même quand on fait des films. Vous avez quand même attendu d'être agrégé de lettres et d'être prof pour décider de devenir scénariste et de faire la Fémis. Ça a été un gros problème, oui. Il n'a pas du tout compris. Mais comment dire, à nouveau, il faut se mettre dans la tête de quelqu'un qui est d'un autodidacte naturalisé français qui veut pour ses enfants une sécurité de l'emploi. Voilà, c'est hyper traditionnel. Et donc, il se trouve qu'il n'a pas du tout compris que étant agrégé, je démissionne de l'éducation nationale plutôt que de me mettre en disponibilité. Il ne comprenait pas, voilà. Et effectivement, les carrières artistiques n'étaient pas des carrières encouragées dans ma famille. L'art était... Même si le cinéma n'a jamais été vraiment au cœur de... Mon père et ma mère n'allaient pas au cinéma, nous y emmenaient pas. C'est pas leur champ de la représentation le plus... Voilà, je l'ai découvert plutôt seule. Mais, enfin, pas seule d'ailleurs, avec une amie de ma mère, Annie Rosenman, qui était ma prof au lycée. Et qui s'est occupée de moi à sa mort. Il y a vraiment un truc un peu de... J'ai été mise sous le...
C'est intéressant ça ou pas? C'est très intéressant de savoir. J'ai l'impression. Non, c'est intéressant. Ça me fait plaisir de parler d'elle. C'est vrai que c'est des gens très importants. C'est une figure de femme qui est venue remplir à un moment donné un rôle qui était plus rempli par votre mère. En fait. Et puis non, mais même un rôle de mes mentors culturels en fait. Si on veut sortir un peu du psychanalytique ou pour rentrer vraiment dans ce qu'est une formation artistique ou ce qu'est une formation professionnelle, ce qui fabrique un esprit, l'esprit de quelqu'un qui sera en l'occurrence le mien. C'est vrai qu'il a été beaucoup plus façonné par des femmes que par des hommes. D'avoir comme formatrice, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir moi, des femmes universitaires éclairées, engagées, de gauche. Ça met aussi une pression incroyable sur la femme qu'il faut que vous deveniez. Oui, mais pression, dans quel sens pression? Moi, je réponds peu aux pressions, aux sollicitations de cet ordre-là. C'est-à-dire, j'ai 36 ans, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je suis, le schéma de cette sollicitation-là, cette injonction qu'on mettrait sur les épaules des femmes, moi, je l'ai peu connue en vérité. Personne ne m'a jamais empêché de travailler sous prétexte que j'étais une femme. Personne ne m'a jamais... Alors, c'est très particulier, on peut en parler, mais disons que j'ai vécu ces figures-là féminines ou cette possibilité d'étudier, la possibilité de faire d'aimer qui je voulais, que ce soit une femme, un homme, sans rire. C'est ça que j'ai eu très très peur. C'est pour ça que quand on me dit de transgresser, j'ai rien transgressé en vérité, puisque je n'ai pas eu d'interdit. J'ai été élevée dans un endroit éclairé. Et à nouveau, peut-être le fil conducteur, c'était l'intelligence qui m'entourait. Et ça, c'est vrai que Bourdieu dirait que c'est une chance inouïe. C'est-à-dire, je pense que c'est un héritage très puissant, ouais. Vous avez parlé de maternité à l'instant, et moi j'ai une obsession, c'est une question que je veux poser à toutes les femmes qui vont parler dans la poudre, c'est celle de l'utérus. Quoi? Je suis complètement convaincue que que finalement, tant qu'on n'aura pas créé l'utérus artificiel, on ne sera jamais complètement libéré de cette espèce d'injonction ou de potentialité qu'on a, nous, en tant que femmes, avec cette matrice en nous, d'enfanter. Et je pense qu'on ait un enfant ou qu'on n'en ait pas, au fond, ça détermine une grande partie de nos rapports à la société et du miroir qu'on nous renvoie. Ouais. Vous entendez comment, vous, avec votre utérus? Alors bon, je ne sais pas quel est mon lien avec mon utérus, hein. On en reparlera peut-être un autre jour ou j'en sais rien. Mais ce qui est certain, et ce que je partage quand vous parlez de ça, je trouve qu'il y a une injustice ontologique entre le féminin et le masculin, qui est que nous, on a peu de temps pour faire les enfants, et les hommes en ont énormément. Et c'est vrai, et peut-être parce que j'approche de cet âge où, étant nullipare, ce qui est quand même un mot horrible. Nullipare. On dit nullipare pour dire les femmes qui n'ont pas d'enfants. Ouais. Nullipare. Donc, étant nullipare et approchant de la quarantaine, j'ai envie de pleurer quand j'ai envie de chialer, mais dans 4 ans, j'aurai 40 ans, qui est un âge où c'est difficile d'avoir des enfants, où c'est plus compliqué dès maintenant. C'est vrai que je ressens comme une injustice politique, le fait qu'un homme puisse, jusqu'à 60, 65 ans, peut-être même 70, continuer d'avoir des enfants. Voilà. Et je suis heureuse que les hommes puissent faire des enfants aussi tard, mais je suis malheureuse que les femmes doivent se poser cette question-là, la formuler beaucoup plus tôt, qu'il y ait une date de péremption, voilà, ça c'est vrai que je le vis comme une injustice, et je pense que la grande affaire, ça c'est vraiment après la lecture de Sontag, je suis fascinée par Suzanne Sontag, et dès les premiers, quand vous lisez ses journaux intimes, ces journaux en fait que son fils publie, elle se pose très très vite la question, elle sait que le 21e siècle, ce sera la question du changement de sexe, et la question de la possibilité de repousser l'âge auquel on a des enfants pour des femmes. Moi, c'est des grands combats, effectivement. Je suis fascinée à l'idée qu'on puisse y arriver. Je pense que ma génération ne le connaîtra pas, mais... on a quand même des options, déjà. Voilà, il y a déjà exactement. C'est un progrès énorme qu'on ne peut pas encore accomplir en France, d'ailleurs. Ouais. Qu'on peut accomplir s'il est question si, on peut l'accomplir si on est donneur d'ovocytes. On peut en garder pour soi si on est donneur d'ovocytes, ce qui je trouve assez beau, d'ailleurs. Je savais pas ça. Ouais, la justice française vous permet de congeler vos ovocytes si vous en donnez. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui sait comme donner ses plaquettes, tout ça. Et c'est pas mal. Et je trouve ça beau, d'ailleurs. Mais pour que les choses changent, on est d'accord que si le cinéma ou la société en règle générale continue d'être fait que par des hommes blancs de 50 ans issus d'un milieu bourgeois, les choses ne bougeront pas. Et votre métier, le cinéma, c'est un métier qui est quand même largement dominé par les hommes. On prend ne serait-ce que le festival de Cannes, une seule palme d'or donnée à une femme depuis la création du festival, Jane Campion pour la leçon de piano. C'est quelque chose qui vous met en rage, ça, ou vous vous en accommodez? Alors, en rage, non, je m'en accommode pas et je m'en mets pas en rage. Enfin, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire, moi, je viens d'un pays dans lequel il fait bon de faire du cinéma. Hommes, femmes, confondus.
D'accord? Parce que ça fonctionne comme ça aussi. Dans un pays dans lequel faire du cinéma c'est compliqué, où il faut faire, quand on fait du cinéma indépendant, que ce soit son oncle qui donne les $100,000 pour le faire, les Uncle Movies, aux États-Unis c'est comme ça, en Australie c'est comme ça, en Philippines c'est comme ça. Bon, c'est difficile. Si l'industrie est injuste, elle est injuste pour les hommes et pour les femmes confondus, et pour les femmes un peu plus encore. Bon, en France, l'industrie n'est pas injuste. On peut faire des films d'auteurs à visée non lucrative, qui ne sont pas, on va dire, un cinéma de flux, qui n'est pas un cinéma de vedette, on peut faire ce cinéma-là, déjà on peut le faire. Il y a un système qui fonctionne, le CNC, de rétribution, de remonter des aventures, comment ça s'appelle, les recettes, Les avances sur recettes. Non, il y a l'avance sur recettes, mais il y a un autre truc qui s'appelle la remontée des recettes. Bref, je pourrais pas vous dire parce que je suis pas productrice de mes propres films, mais il y a un système qui fonctionne très bien. Donc il fait bon faire des films femmes ou hommes confondus. Par ailleurs, ça s'en ressent. En France, il y a 25% des femmes qui font des films, qui est, je pense, quasiment le taux le plus fort dans le monde entier. Enfin, aux États-Unis, elles doivent être 4%. Dans les autres pays, je pense, n'en parlons pas. Pour l'Amérique du Sud, je dirais le Canada. Bon. Je pense qu'on peut, l'Angleterre, j'ai l'impression qu'en France, on est vraiment... Donc je me sens, en tant que fille qui fait des films en France, j'ai été très accueillie, disons, dans un système qui le valorisait, qui ne le rendait pas difficile, etc. etc. Ensuite, que les postes de pouvoir soient tenus par des hommes blancs de 50 ans, oui, c'est le cas, et il faut que les mandats changent. Quelle que soit la compétence de ces hommes-là. Je pense que, mais d'ailleurs, c'est pas pour forcément mettre des femmes blanches de 50 ans. Ça peut être pour mettre un homme arabe, ça peut être pour mettre un homme qui vient d'une minorité, d'une communauté immigrée, ce qui pose problème, c'est, comme dans toutes les industries, il faut pas qu'il y ait d'inégalité de salaire entre les hommes et les femmes. Il faut pas qu'il y ait... faut lutter en tous les cas. Enfin, ça paraît, j'ai l'impression d'enfoncer des portes, mais alors elles sont ouvertissimes, mais malheureusement elles se referment toujours pas, donc il faut quand même continuer à les ouvrir. Donc il faut malgré tout continuer à être persuadé que ça n'est pas parce qu'on vit en France dans un système qui nous est favorable, nous les femmes qui faisons des films, qu'on a quand même les mêmes salaires. C'est vrai, je le vis. Donc il faut maintenir ce combat-là systématiquement. Le Festival de Cannes est un festival qui joue avec la production aussi qu'on lui présente. Qu'il y ait une femme qui ait une palme d'or, mais ça on n'y peut rien. Parce que si vous avez 2000 films d'hommes qui sont présentés et 200 films de femmes qui sont présentés, c'est bien normal que les femmes soient moins représentées, aient moins de chances relativement. Ouais. Et on parle de statistiques. Si on ne fait pas gagner des films de femmes, on ne peut pas donner envie aux petites filles de devenir réalisatrices parce qu'elles n'ont que très peu d'exemples sous le nez vers lesquels se projeter. Donc il faut aussi qu'à un moment donné qu'il y ait quelque chose de volontariste qui soit Vous parlez de quotas ? Moi, ce qui est certain, c'est que, bon, on fait un métier, c'est pas une science dure, hein, le cinéma. C'est pas une science exacte. On est dans ce sont de pures décisions arbitraires, subjectives, souveraines. C'est exactement la raison pour laquelle ce métier me plaît. Donc, j'ai pas envie, moi, en fait, d'être dans un jury un jour et de me dire, je vais devoir récompenser une fille noire. Mais en même temps, donc les quotas là-dessus, sur des récompenses, etc. Après, il faudrait regarder vraiment dans le détail à quel moment on a le droit de... Je pense qu'il faut en passer par des quotas à d'autres endroits qui sont des endroits de fabrication, de production. Moi, je suis pas contre, en fait. Je l'étais il y a 10 ans. Et aujourd'hui, voyons que le système change peu ou difficilement. Peut-être pas en France. En France, on avance bien. Mais je dirais aux États-Unis, il y a d'autres pays dans lesquels je comprends que les femmes aient envie de passer un peu la démultiplier, quoi. Ça a envie d'aller un peu plus vite, là. Et qu'effectivement, des systèmes peuvent fonctionner, des systèmes donc voilà. Oui, je peux changer d'avis là-dessus. En revanche, une fois que les films sont fabriqués, je suis désolée. Bon, ben voilà, moi, j'en ai jamais voulu à Thierry Frémaux, à Edouard Ventrop, c'est un charmant Charles Tesson de la Semaine Critique, de sélectionner hommes, femmes. Enfin voilà, ils ont leur goût. Que le goût d'un homme de 50 ans, hétérosexuel, j'imagine, hétérosexuel, blanc, se porte plus vers des films de gens qui ont plus de 50 ans, parce que ça lui correspond plus, parce que ça l'a plus ému, parce que machin, j'en sais rien, c'est bien légitime. Et vous venez de mettre en scène la très jeune Lily Rose Depp, 16 ans. Est-ce qu'on se sent une responsabilité particulière face à une femme si jeune ? Oui. Avec Léa Seydoux, beaucoup moins, parce qu'elle avait 25 ans quand même quand elle jouait. Hein. On n'avait que 5 ans d'écart, si bien que je me disais... j'avais une identification très forte à Léa. Enfin, identification. J'étais fascinée par elle, j'avais vraiment la prescience du destin qu'elle aurait. Et je me disais, tiens, voilà une actrice qui me bouleverse, qui m'émeut. Mais elle avait 25 ans, donc j'avais pas l'impression de lui voler une intimité, j'avais pas l'impression de la déflorer. Vous voyez ce que je veux dire ? Et les scènes d'intimité, de sexualité, tout ça, c'était pas du tout gênant. Je savais que
je sais pas, enfin, j'imaginais qu'elle avait déjà eu sa propre vie, etc. Et les émotions, c'était à la rigueur plus sur les émotions, j'ai senti que c'était la première fois que Léa Seydoux, épousait un personnage et comprenait ce que ça allait lui demander d'engagement. Et je me souviens qu'elle en pleurait, quoi. Il y avait quelque chose de très émouvant. On a eu le sentiment, elle et moi, je pense, de commencer le cinéma ensemble. Même si elle avait fait le film de Christophe Honoré avant, un autre film même je sais plus, un autre film avant. C'est pas moi qui l'ai trouvé et c'était pas sa première expérience de cinéma. Mais on a eu peut-être la responsabilité, elle était là pour ce qui la concerne. Alors en revanche, avec Lily Rose Depp, j'avais vraiment envie c'était vraiment une toute jeune femme, quoi. La première fois que je la rencontre, elle a peut-être encore 15 ans. 14-15 ans, vous voyez, parce qu'on a tourné quelques mois après. Je crois qu'elle a fêté ses 16 ans sur mon plateau, ou juste après, quelque chose comme ça. Ou juste avant, voilà, parce qu'on se disait c'est génial pour la DAS, ça fonctionne, voilà, elle est pas... Parce que l'âge légal, c'est 16 ans, après on peut leur demander de travailler tout le temps, tout ça. Donc c'était beaucoup plus pratique, non, mais sans rire, hein, parce que sinon ça aurait été... Donc voilà, vous voyez, je rencontre une fille qui est une toute jeune femme, qui en plus a il y a une autre responsabilité, c'est que c'est une jeune femme qui n'est pas vierge du tout. Alors, je ne parle pas de sa sexualité que j'ignore complètement, mais parce qu'elle est elle a déjà un héritage puissant, la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis, donc elle est très 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 regardée déjà. Avant même d'avoir fait quoi que ce soit de son existence, elle est au centre d'une attention considérable. Donc là, à nouveau, on se dit, bon, c'est une grande responsabilité de l'amener dans un monde d'émotions, de difficultés, d'engagement, de rigueur, alors que j'ai envie de lui dire, continue à t'amuser. Vous voyez, j'avais quasiment envie de lui dire, il y avait deux trucs, j'avais envie de dire, continue à t'amuser, et puis continue à faire des études, bon, c'est dead, mais je pense qu'elle les aurait arrêtées quoi qu'il arrive, et puis, donc, j'avais cette responsabilité-là, en même temps, je me disais, je suis contente, parce qu'on est avec Nathalie Portman, qui, comme moi, je pense, est la plus straight edge au niveau des études, on vient évidemment en même temps aussi du même horizon socioculturel. Bien qu'elle ait commencé le cinéma extrêmement jeune, elle aussi. Très jeune, mais ça n'a pas empêché de faire des études, et bon, je reconnais bien là une certaine culture du savoir et de la nécessité de passer par le savoir qui est liée, je pense, à la communauté juive, à la culture juive dans le monde, c'est-à-dire la nécessité de transmettre à ses enfants ce truc-là pour qu'ils puissent vivre partout. C'est-à-dire cette espèce d'angoisse, en gros, je pense, d'avoir un métier qui ne soit pas que dans son cerveau. Mais on est très paranoïaque quand même. Hein. J'ai l'impression que j'ai une conversation très paranoïaque. Bref. Et du coup, la responsabilité avec Lily Rose Depp, oui, elle a été grande. Je me souviens d'une scène notamment où elle doit pleurer, mais je lui disais pas pleure, mais la scène est très violente, donc évidemment que ça allait mettre l'actrice dans un état de larmes. Et sans spoiler le film, parce que c'est un moment très très triste et très tragique du personnage. Et je me souviens de ces questions, elle me disait, est-ce que je dois pleurer là ? Alors j'étais émue de ces questions-là, j'avais envie de l'embrasser sur les deux joues, lui dire, mais tu sais, si tu sens que tu dois pleurer, tu pleures, mais si tu le fais différemment, ça me dérange pas non plus, c'est pas la larme que je veux voir, c'est l'émotion. Et puis j'allais la voir en lui disant, mais ne pense pas à des choses trop tristes. J'avais pas envie qu'elle aille puiser dans quelque chose, par exemple, voilà, je la protégeais de ça. C'est quoi une bonne actrice ? C'est quelqu'un qui fait envie de s'identifier, qui fait envie érotiquement, et qui fait, quel que soit son physique par ailleurs, hein, que ce soit un physique très traditionnellement séduisant ou pas du tout, qui fait envie, qui donne envie. D'un point de vue de metteur en scène, qui donne envie de la regarder, et des points de vue des spectateurs qui donnent envie de lui ressembler. Moi, je me souviens que et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un problème aujourd'hui avec et c'est peut-être un lien même avec Lily Rose, parce que j'en ai parlé, on a un problème avec les représentations publicitaires des actrices, qui sont des choses où on n'a plus envie au bout d'un moment. Parce que c'est elles qui s'imposent dans tous les espaces des aéroports, des magazines. Et dans une forme d'image qui est très lissée, et qui est complètement... qui n'a plus rien à voir avec le mystère d'une émotion, qui a à voir avec le commerce, et puis pourquoi pas. Mais ça peut effectivement... ça peut abîmer ça, ouais. La flèche du désir, c'est toujours, je pense, aux spectateurs et aux metteurs en scène d'aller vers les actrices. Je veux dire, c'est quand même les étoiles, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit très, très, très... Moi, j'ai une conception extrêmement ringarde de ça. C'est-à-dire, j'ai pas... Ou alors, il faut en faire quelque chose. Ou alors, on va chercher quelqu'un qui fait de la télévision et on utilise ça à l'intérieur. Je sais pas, pourquoi pas. Mais ce que m'apportait Léa Seydoux, et ce que m'a apporté ensuite Nathalie Portman, et ce que m'apporte aussi à sa manière Lily Rose Depp, ce sont des propositions de féminité qui ne sont pas traditionnelles, qui ne sont pas que... Tous les œufs ne sont pas dans le même panier, quoi.
Et il y a des actrices qui ne sont que sur un registre. Et ce registre-là, ça peut me fatiguer, ça peut m'épuiser. Et même si c'est un registre qui n'est pas forcément de chatte en chaleur, hein, mais c'est sympathique de le formuler comme ça. Mais voilà, j'ai besoin d'une actrice qui réinvente. Pour moi, la question du genre, en tous les cas au cinéma, c'est les acteurs et les actrices qui le réinventent, chez les hommes et les femmes. Je pense que Nicolas Maury, Tahar Rahim, comment il s'appelle, Vincent Lacoste, sont des acteurs qui réinventent un peu le genre aussi, à leur manière. C'est plus des Lino Ventura, c'est pas Vincent Lindon. Et Vincent Lindon, il réinvente une chose ailleurs, à son endroit, mais c'est vrai que c'est pas que aux cinéastes de bouger ces lignes-là, c'est aux acteurs de le faire. Léa Seydoux, elle fait partie des actrices qui peuvent le bouger. Elle fait Mission Impossible, et ça se ressent même aussi dans le trajet industriel qu'elle fait, le trajet dans l'industrie. Dans l'économie du cinéma, elle peut passer de Yorgos Lanthimos pour un film grec indépendant, complètement taré, et puis de l'autre côté, c'est les Marvel, ou comment ça s'appelle, les James Bond, les Missions Impossibles. Voilà, c'est des parcours qui me séduisent, parce qu'ils ont cette intelligence-là, ouais. Quand vous parlez de votre métier de cinéaste, vous parlez beaucoup de libido, de votre désir de cinéaste. Ouais, c'est génial. Je sais pas, ça raconte en tout cas quelque chose dans votre rapport à ce métier. Et j'y lis, moi, une forme de prédation que j'ai encore envie de lire comme quelque chose de peut-être masculin. Pourquoi ce serait masculin, la prédation sexuelle ? Pourquoi ? J'ai l'impression que... Je pose la question, moi aussi, hein, je vois bien que ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme de... Alors, ça, c'est quelque chose qui n'engage que moi, mais ce qui m'intéresserait éventuellement... Ça m'intéresse beaucoup la sexualité des metteurs en scène, ou des cinéastes femmes-hommes confondus. Enfin, pas ensemble, pas les gens, enfin, pas avec qui couche qui. Mais enfin, c'est plutôt... La sexualité m'intéresse plus que le sexe et le genre. De dire d'un film, est-ce que le film est féminin, masculin, est-ce que le film est fait par une femme ou fait par un homme, m'intéresse quasiment moins, si je peux, que est-ce que le film est très sexué ou pas sexué. Quel est le type quelle est l'intensité sexuelle qu'amène quelqu'un sur un plateau. Moi, elle n'est pas énorme, par exemple. Et d'ailleurs, j'ai pas d'aventure je suis jamais tombée amoureuse d'un acteur ou d'une actrice. Je n'ai pas d'aventure sexuelle sur les plateaux. Et voilà. Alors que je pense qu'il y a des acteurs qui mélangent, des réalisateurs qui mélangent beaucoup ça. Tellement de couples qui se forment dans les films. Beaucoup de couples. J'avais commencé une thèse à l'université sur la raison pour laquelle, en gros, pour la faire courte, pour pas assommer parfaitement l'auditeur, la raison pour laquelle le metteur en scène couchait avec l'actrice. Il y a 100 ou 150 cas, ou 1000 ou 1500 cas de metteurs en scène hommes en couple avec l'actrice. Alors après, est-ce qu'ils sont avant, après ? Est-ce qu'il y a le désir de... qu'est-ce que c'est de vivre avec une actrice et de ne pas lui proposer le rôle principal ? Bon, hein ? Mais il y a du sens. Il y a un pôle de désir. Alors je sais que il y a des cinéastes qui détestent qu'on tienne ces discours-là parce qu'ils estiment que c'est des discours tellement entendus. Je sais que Serge Boson, quand tu lis ses interviews, te dit « Ah, ça va, John Wayne ne disait pas... » Enfin, Ford ne disait pas qu'il désirait John Wayne, qu'il avait envie de le baiser. Bah oui, mais si. Et en fait, je suis désolée pour ceux que ça agacerait parce que c'est des consommateurs culturels qui ont tellement entendu, tellement lu de choses que ça les agace, qu'on finisse par dire qu'il y a un rapport érotique, il y a une érotique entre le metteur en scène et l'acteur. Mais en tous les cas, je suis désolée d'être aussi banale, c'est vrai, ça existe. Et donc, oui, il y a de la prédation, il y a une espèce de... Moi, vous parliez tout à l'heure du fait que le cinéma me permet d'avoir un billet d'avion gratuit pour aller voir des villes que je connais pas, voir des pays que je connais pas, ouvrir des mondes que je connaissais pas qui m'étaient interdits. En tant que femme, en tant que j'utilise tout ça dès que je peux entrer dans un truc que je connaissais pas ou qui me serait interdit, j'y vais. Mais c'est aussi un passe-droit spectaculaire pour demander à des gens de se mettre nus. Je veux dire, j'ai jamais connu un métier dans lequel on disait bon bah voilà, est-ce que tu te mets, voilà, là, tu peux enlever ta culotte. Enfin, c'est complètement fou. J'ai fait un casting là pour un petit film pornographique qui est à l'intérieur de mon film. Le dernier film que j'ai fait se passe dans les années 30 et il se trouve qu'à un moment il y a un film pornographique dans le planétarium. Dans Planétarium. Et donc, je tourne le film pornographique. J'avais pas envie d'aller chercher des... Et pour le tourner, je fais un casting et je me retrouve à voir des filles et des garçons qui rentrent dans le bureau et qui se mettent tout nus. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Vous pensez quoi, à ce moment-là, de vous ? Bah, j'adore. Je trouve ça génial. Vous êtes fière de vous, de ce que vous êtes en train de créer, de faire arriver ? Non, mais fière de soi, c'est quand même difficile de l'être. Ça arrive très peu souvent dans la carrière d'un metteur en scène, je pense. Hein. Fière de soi. Ça, c'est vraiment le jour où ça arrive, on écrit une carte à ses grands-parents. Mais c'est plutôt Et je me suis sentie un peu dégueulasse une fois. C'était que j'avais envie, venant du cinéma d'auteur, évidemment, donc ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, je sollicitais des actrices porno et je me disais c'est formidable parce que moi c'est certain qu'elles vont travailler d'une autre manière. J'avais une espèce de... je sais pas, j'étais heureuse d'aller chercher des actrices du porno
pour en même temps les considérer déjà d'être une femme, ce qui devait être rare à mon avis. Les femmes qui réalisent du porno sont plus rares, je pense, que les hommes, évidemment. Pour leur parler d'une autre manière, pour les caster d'une autre manière. J'avais l'impression que j'allais... Les sortir du ruisseau. Exactement. Non, alors, c'était pas les sortir du ruisseau, parce qu'entre-temps, évidemment, heureusement, on a quand même lu Virginie Despentes, et je sais pas, on vit main dans la main avec des filles qui peuvent désirer devenir actrices pornographiques. J'ai jamais eu aucune condescendance ou commisération. J'ai jamais eu l'impression que, même si c'est assez particulier, par exemple, je voyais arriver les filles, je me disais, mais attends, elle est vraiment sympa, attends, pour aller prendre des cafés. Ce qui était déjà en soi une forme de discrimination ou une forme de préjugé très puissant, de me dire comment ça se fait que cette fille, je puisse prendre des cafés avec elle alors qu'elle fait du porno. Bah oui, évidemment que oui, pourquoi pas. Et après, c'était des choses, c'est fascinant de voir des gens qui installent le sexe au cœur de leur pratique professionnelle et qui ont des vies sentimentales, amoureuses, aussi banales que vous et moi, quoi. Et qui peuvent poster sur Instagram leur sexe plein de sperme un matin en disant « Je me suis réveillée de bonne humeur ce matin ». Et puis, donc voilà, c'était comme ça, je voyais donc l'actrice qui a joué avec moi, elle s'appelle Amy Russo, qui est une actrice formidable d'ailleurs, et très jolie femme. Évidemment, moi en plus, je cherchais des filles qui avaient le corps pas trop refait, voire pas du tout, des beaux seins, un peu de rondeur, bref, pour rentrer dans la morphologie d'un cinéma plutôt années 30. Et j'ai rencontré cette fille que j'ai trouvée formidable et charmante. Et puis arrive le moment où j'avais envie de ne pas lui demander, parce qu'en plus j'avais vu des images d'elle dans des films pornographiques, donc je pouvais... Mais il fallait que je sois certaine que les seins n'étaient pas refaits, par exemple, que la pilosité, bon, on rentre dans le détail, que la pilosité était naturelle et tout ça. Et alors qu'on a eu 10 minutes de conversation, est arrivé le moment où je lui dis, excusez-moi Amy, est-ce que je peux vous demander de vous mettre nue ? Et elle m'a dit ce truc qui m'a... Enfin voilà, elle me l'a envoyé... Et elle a eu raison, elle m'a dit, en fait, dans le cinéma d'auteur comme dans le cinéma porno, on finit toujours à poil dans un local de prod. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était effectivement un petit local de prod un peu minable, il faisait un peu frais, et je la regardais là, et là j'ai eu un peu honte de moi. J'aurais aimé en fait ne pas avoir à lui demander ça. Il y a des femmes que vous admirez aujourd'hui ? Oui. Mais oui. C'est marrant, je me suis retrouvée, je suis allée voir Les raisins de la colère de Ford à l'Action Christine, un samedi après-midi. Bon, voilà, je vois le film, la copie restaurée, sublime, bon. Film... Puis je vois bien en quoi le film peut être très, très, très engagé politiquement à l'époque, en même temps complètement à la propagande de je sais pas, c'était Roosevelt. Et puis le film commence et je vois une femme qui s'installe à côté de moi à la bourre, qui arrive à la bourre comme ça, juste pile au moment où le truc commence, et qui enlève son casque de vélo, femme assez belle, noire. Et je regarde comme ça, et je la regarde, et je me dis, putain, mais c'est Christiane Taubira. Et donc on a regardé côte à côte les raisins de la colère. Déjà, donc tout me plaisait. Elle me plaisait. Le discours à l'Assemblée, qui pour moi que j'ai regardé in extenso, comme on regarderait le discours de Simone Veil en 74, c'était ça, ou le discours d'Obama devant le truc à Washington à son dernier dîner qui était assez marrant. Bon voilà, moi j'aime bien les gens qui me donnent juste envie d'écouter sur Public Sénat, de regarder pendant plus de 30 minutes Public Sénat. Le fait qu'un samedi après-midi, seule, elle allait regarder les raisins de la colère de Ford, bref, voilà, oui, voilà, je l'admire. J'admire Christiane Taubira, j'aime sa langue, j'aime sa manière de faire passer, de ne pas être comme les autres, qui revendiquent leur ignorance, qui revendiquent le déclin. Voilà quelqu'un qui cite les auteurs, voilà quelqu'un qui aime la poésie, voilà quelqu'un qui fait de la politique d'une manière qui, moi, me bouleverse. Voilà, oui, je l'admire. Puis elles sont nombreuses, ces femmes que j'admire. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Et je fais évidemment référence à Virginia Woolf. Moi, je fais pas d'analyse, par exemple. J'allais jamais aller voir un psychanalyste. Donc, c'est, je pense, là, je pense à un oukase familial. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi un peu lié, alors si vous voulez rejoindre ça, au fait qu'on n'ait pas été élevés comme des filles, femmes. J'ai l'impression qu'il y a... on a été élevés avec les mêmes... la même absurdité de verrou sur l'inconscient qui existait sans doute avec les hommes dans les années 50, 60, 70 en tous les cas, ou 40, 50, 60 en tous les cas la génération de mon père. Donc un truc de faire une psychanalyse, c'est un truc de tapette, vous voyez, qui est pas du tout un mot que mon père m'a dit, jamais, mais quand je parle de cette touka, c'est une autre façon de le formuler, c'est de dire l'orgueil il se niche là, c'est-à-dire on n'en a même pas besoin. Une forme de faiblesse. Oui, je pense que je vivrais comme un échec si un jour je faisais une analyse. Alors que c'est totalement con. Hein. C'est-à-dire là, on est vraiment à un degré vraiment de bêtise, quoi. C'est de la bêtise pure. Mais on est rusé par son inconscient, on est rusé par son... Mais bon, c'est un trajet, voilà.
Et donc, la chambre à soi à cet endroit-là? Non. Mais je pense que c'est parce que vous m'offrez... Mon métier me tend des tribunes pour le faire. Vous voyez bien que là, on vient de passer 1 heure à parler que de ma gueule. Donc, c'est mon choix, le choix de la vie que je mène, du travail que je fais, c'est de passer sa vie à parler de soi. Ou à le formuler, espérons en tous les cas, de sorte que ça puisse intéresser une autre personne que soi ou son analyste. Mais voilà, je passe ma vie à le faire. Quand on doit faire un film, on doit passer sa vie à médiatiser ce qu'on a dans la tête. Et quelles sont ses envies. On est en agent plein d'Élias, comme vous parliez tout à l'heure de la mégalomanie des metteurs en scène. Je pense qu'il y a tant de metteurs en scène mégalos. C'est parce qu'effectivement, il y a une certaine idée. 1, on va organiser le monde à son désir. Donc déjà, on est des purs malades mentaux. Hein. Et de 2, on va passer sa vie à dire de quoi on a envie. Mais t'es sûr que t'en as très envie. Puis à la fin de la journée, tout le monde vous dit mais t'es content? Mais t'es très content ou pas? Donc on nage en plein délire. Je veux dire, c'est quand même la seule vie dans laquelle on est tellement... Tout le monde est comme ça autour de vous pour vous demander si vous êtes content. Est-ce que vous êtes content? Vous êtes content? Ça vous va? Vous êtes content? J'ai envie de dire à un moment, attendez, j'ai déjà écrit le film, maintenant on le fait ensemble. Est-ce qu'on est content, nous, de ce qu'on fait? Est-ce qu'on avance? Est-ce que ça a du sens? Ça, c'est une question que je me pose plus que est-ce que je suis contente? Quand vous terminez un film, vos amis vous disent et t'es contente de ce que t'as fait? Je dis bon, alors 2 secondes, je peux pas répondre à ça. Donc voilà, et la chambre à soi, elle est pas psychanalytique, c'est plutôt une chambre de résonance, quoi. C'est une chambre d'écho. Et après, d'un point de vue très très pragmatique, parce que je crois que c'est les choses comme ça qui m'intéressent moi aussi quand je m'intéresse au travail de quelqu'un, j'ai envie de savoir comment il fait concrètement. Bien sûr. Genre, qui paye le loyer. Il fait allusion très concrètement au fait d'avoir un bureau, un endroit où s'isoler pour pouvoir écrire. Ouais, et ben, très concrètement, moi je vis dans un appartement où je vis seule. C'est-à-dire, j'aime l'idée de vivre seule dans un appartement. Enfin, seule, j'invite des amis. Hein. Et souvent des amis. D'ailleurs, quand je dis seule, il y a souvent des amis, j'ai une chambre en plus. En fait, ma chambre à moi, c'est une chambre en plus. Voilà. Mon luxe, c'est vraiment le luxe pour moi. Pour certains, c'est de voyager de ne plus voyager en classe économique. Moi, j'ai compris que j'avais changé de niveau de vie. Et d'ailleurs, ça m'est jamais arrivé dans les appartements dans lesquels j'ai vécu avant avec mes parents. Mais j'ai une chambre d'amis. Voilà, la chambre à moi, c'est la chambre d'amis. Ça évoque quoi pour vous la poudre? Alors, j'y ai pensé parce que vous m'avez déjà vu le nom de l'émission. Je me suis dit merde, qu'est-ce que je peux dire? Et ça m'évoque la substance. Ça m'évoque les substances, les drogues que je ne prends pas. J'aurais adoré prendre plein de drogues. J'ai de l'admiration pour ceux qui en prennent plein, qui continuent de travailler tout en prenant de l'héroïne, de la cocaïne, du MDMA, qui fument plein de joints, tout ça. Et puis, même si j'ai fait quelques expériences de drogue dans ma vie, ça a toujours été très, 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 très minoritaire parce que ça me fait peur. Parce que j'ai peur de perdre le contrôle, parce que j'ai peur de perdre le cerveau, parce que j'ai peur parce que j'ai peur de ma propre spontanéité, parce que j'ai peur de dire des conneries. Parce que j'ai l'impression qu'il a fallu fabriquer une identité, une personnalité où on vous écoutera plus si vous avez plus quelque chose d'intéressant à dire. Merci à Rebecca Zlotowski d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission, le mieux c'est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. N'oubliez pas de vous inscrire à notre fabuleuse newsletter sur notre site nouvellesécoutes.fr et cliquez sur La Poudre. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec Zisla Tortello, assistante de production, et Zaki Halal pour le mixage. Retrouvez toutes nos émissions sur nouvellesécoutes.fr.